Bonsoir. Bonsoir. Alors Pierre Lursa, écrivain, essayiste, traducteur, auteur de plusieurs ouvrages. Nous avions eu le plaisir d'échanger il y a quelques mois sur le plateau de Tandem TV et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, un nouvel essai qui s'appelle « Face à l'opacité du monde, des livres qui nous éclairent ». Alors, pour vous, Pierre Lursa, la guerre dans laquelle Israël a été entraîné le 7 octobre a non seulement fait voler en éclats l'illusion de paix dans laquelle nous pensions vivre, mais aussi celui d'une certaine intelligibilité et d'une certaine interprétation du monde dans lequel nous vivons. Vous prétendez qu'alors que nous avons l'impression de vivre une époque de transparence totale, une époque où l'accès à l'information, quelle qu'elle soit, est immédiate et totale, vous dites qu'au contraire, le monde n'a jamais été aussi opaque. Expliquez-nous. Oui, alors je dirais c'est le grand paradoxe du monde des nouveaux médias et des flux d'informations continues. C'est-à-dire que on n'a jamais été aussi bien informé, soi-disant, et en fait, on s'aperçoit que les gens sont capables de croire n'importe quoi. Et un des livres que j'analyse, puisque ce livre, en fait, c'est un recueil d'analyse de différents ouvrages, et il y a un auteur que je cite qui dit « Pourquoi est-ce que des gens intelligents croient à des idées folles ?» Et tout son livre, c'est une espèce de tentative pour répondre à cette question « Comment est-ce que des gens intelligents peuvent croire à des idées folles ?» Et je crois que c'est une des meilleures définitions qu'on peut donner de notre époque, c'est-à-dire que on voit sur toutes sortes de sujets. D'ailleurs, évidemment, ça concerne pas seulement Israël. Ça n'a pas commencé avec la guerre d'Israël contre le Hamas, mais on voit qu'aujourd'hui, n'importe qui peut croire à n'importe quelle idée. On l'a vu aussi pendant la pandémie du Covid. On le voit aujourd'hui, on l'a vu aussi pendant la guerre russo-ukrainienne. Jusqu'à il y a pas très longtemps, il y a des gens qui pensaient que Poutine c'était le meilleur allié d'Israël et que Biden c'était un ennemi irréductible d'Israël. Donc finalement, n'importe quelle idée aujourd'hui peut être soutenue et peut être défendue. Et je dirais que l'effet majeur des réseaux sociaux et des nouveaux médias en général, c'est ce que quelqu'un appelle l'insularité cognitive. C'est-à-dire que on s'entoure de gens qui ont les mêmes idées que nous, et donc finalement, il y a une espèce de propagande qui n'est pas une propagande centralisée comme il y avait autrefois, c'est-à-dire une propagande qui émane d'un État, souvent d'un État totalitaire, mais il y a une propagande diffuse qui est le fait, je dirais, de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut se transformer en une petite agence de presse à lui tout seul, hein, et c'est un petit peu le phénomène qu'on voit chacun diffuse des informations à longueur de journée, chacun diffuse des contenus, et il y a même un néologisme qui a été créé en hébreu qui s'appelle chat-et-fête. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot. La chat-et-fête, c'est la maladie du partage. C'est-à-dire que chacun d'entre nous partage constamment des informations. Pourquoi est-ce que la direction du cyber en Israël a créé ce nouveau mot, et pourquoi est-ce qu'elle attire l'attention sur le danger que ça représente? C'est parce que en temps de guerre, ça peut être dangereux de diffuser n'importe quelle information. On le sait depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus facile de diffuser des informations. Et donc, la direction du cyber en Israël incite les Israéliens à faire attention aux informations qu'ils diffusent, parce que ces informations peuvent être dangereuses ou peuvent simplement participer de la guerre psychologique du Hamas contre Israël. Eh bien, ce phénomène auquel Israël a donné le nom de chat-et-fête, en fait, il existait avant la guerre, et le danger qu'il représente, c'est pas seulement un danger en temps de guerre, c'est aussi en temps de paix. C'est-à-dire que finalement, on diffuse, on partage des informations, mais l'intelligibilité du monde, elle n'est pas accrue, au contraire, elle est diminuée, parce que ce flux permanent, ce flux constant d'informations, il ne nous éclaire pas, il obscurcit finalement notre vision du monde. Mais pourtant, Pierre Lursa, vous dites que par exemple Israël aujourd'hui a du mal à se défendre à l'ère de cette post-vérité, comme vous l'appelez, parce que vous disiez tout à l'heure que par exemple effectivement il y a cette transparence totale qui est finalement une opacité, mais est-ce qu'actuellement Israël ne gagnerait pas justement à
un peu plus finalement d'opacité. Par exemple, je pense à ce porte-parole de Tsahal qui vient tous les jours expliquer, raconter ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, et qui en plus le fait en conférence de presse, c'est-à-dire qu'il répond ensuite à des questions de journalistes, des questions des fois qui moi personnellement me rendent hystérique, parce que je me dis mais quel intérêt de répondre en temps de guerre à ce genre de questions qui donnent des informations à nos ennemis. Et il fut un temps où il y avait en Israël un système de censure, surtout en temps de guerre, qui marchait, on a l'impression, bien mieux qu'aujourd'hui. Alors finalement, c'est quoi cette opacité? Parce qu'on a l'impression que justement, même le porte-parole de Tsahal en temps de guerre est d'une transparence totale. Non, moi je partage votre impression en écoutant les journalistes dans les conférences de presse. Il y a certains journalistes effectivement qui posent des questions totalement ahurissantes, et parce qu'on a l'impression que pour eux, ce qu'ils appellent le devoir d'informer entre guillemets, c'est plus important que tout, y compris que la vie de nos soldats. Là, je suis de votre avis, mais quant au porte-parole de l'armée, je crois qu'il fait bien son travail et que la censure militaire existe toujours. Les médias occidentaux se plaignent qu'on ne laisse pas rentrer leurs journalistes à Gaza de manière tout à fait hypocrite, parce qu'en fait, on sait très bien que tous les journalistes occidentaux qui sont à Gaza le sont avec l'accréditation du Hamas. Donc en fait, ils coopèrent, ils collaborent avec le Hamas. On a vu peut-être la chose la plus stupéfiante du point de vue de l'information, ce qu'on a vu dans cette guerre, c'est le fait que des journalistes étaient embarqués, non pas dans la guerre du Hamas, étaient embarqués dans les opérations, dans les exactions de nazis du Hamas. C'est comme si on avait des journalistes embarqués à Auschwitz, quoi. C'est un petit peu la même chose. Mais de ce point de vue-là, c'est pas de cette opacité-là ou de cette transparence-là que je parle dans mon livre, c'est de l'opacité en général, du fait que le monde devient de plus en plus opaque, de plus en plus difficile à comprendre. Donc c'est un phénomène beaucoup plus vaste que celui de la guerre qui oppose Israël au Hamas, même s'il y a un lien tout à fait clair entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la guerre entre Israël et le Hamas, je dirais que la confusion morale du monde dans laquelle on vit, elle est d'autant plus frappante qu'en Israël, il y a une immense clarté qui s'est fait jour depuis le 7 octobre, et que je dirais que tous les Israéliens, peut-être pratiquement sans aucune exception, ont compris à qui on avait affaire, ont compris que le Hamas, c'était les nazis. C'est la comparaison qui revient le plus souvent dans le discours public israélien. Et je dirais que cette clarté morale nouvelle, peut-être sans précédent dans l'histoire d'Israël, peut-être depuis 1948, on a l'impression que tous les Israéliens aujourd'hui ont compris que cette guerre était juste. C'est peut-être la seule guerre d'Israël depuis 48 sur laquelle il y a un consensus total. Alors, on reviendra tout à l'heure à l'autre aspect de votre livre dont vous parliez là au début de votre intervention, avec finalement ce phénomène de mutation, etc. Et effectivement de cette mutation de l'identité de l'humanisme et de l'identité de l'homme et de l'humanisme. Mais en attendant, je pense que Avi a une question pour vous. Oui, j'ai été interpellé par bonjour Pierre Lessard. J'ai été interpellé par votre sur le fait que des journalistes effectivement embarqués le même jour que ce pogrom du 7 octobre, finalement il y a eu une réaction américaine de plusieurs États américains, des procureurs généraux qui ont averti en tous les cas les grands médias mainstream des États-Unis, dont le New York Times, le Washington Post, etc., pour leur dire, et la CNN également, leur dire attention, on vous surveille, il y a quelque chose qui ne va pas dans vos méthodes de travail. Et finalement, entêtement de ceux qui ont répondu, notamment celui du New York Times, qui dit mais c'est comme ça qu'on fait, de toute façon c'est notre méthode et on va continuer à entretenir donc les fixeurs qui sont sur place, on va entretenir donc nos relais sur place et c'est pas vous qui allez nous apprendre le travail. On travaille avec la liberté d'opinion, un pilier constitutionnel américain. Finalement, cet entêtement-là, c'est entretenir l'opacité. Oui, effectivement, on a vu, il y a quelque chose qui a bougé un petit peu dans l'attitude des grands médias occidentaux. On a vu des communiqués d'excuses de la BBC, on a vu
des rectificatifs dans le journal Le Monde. Et ils ont été pris en flagrant délit, donc ils étaient obligés de s'excuser. Mais effectivement, finalement, ils reviennent dans leurs vieilles ornières et je pense pas que leur façon de travailler ne va pas changer, c'est-à-dire qu'ils vont continuer de collaborer avec le Hamas tant que le Hamas existera. Quand il y aura plus de Hamas, ils collaboreront avec l'autorité palestinienne qui ne vaut pas beaucoup mieux. Et effectivement, je dirais que cette guerre, elle a dévoilé aussi au grand jour la façon dont les grands médias occidentaux concevaient leur travail et le fait que finalement, ce qui leur importe, c'est pas du tout l'objectivité à laquelle ils croient pas du tout, ils le disent eux-mêmes, et c'est pas non plus la vérité. Ce qui leur importe, c'est simplement un certain narratif, une certaine grille idéologique à laquelle ils adhèrent et qui n'ont pas du tout remis en question. Il y a pas plus tard que 3 jours, je crois, il y avait un éditorial du journal Le Monde qui parlait du carnage à Gaza. Et le carnage, pour eux, c'est la riposte israélienne, c'est-à-dire que les victimes collatérales de la riposte israélienne, ils appellent ça un carnage. Donc on voit que les mots sont privés de leur sens. Le seul carnage qui a eu lieu depuis 2 mois, c'est celui que le Hamas a perpétré, évidemment. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais dans un grand journal considéré comme autrefois comme le meilleur journal français, on appelle carnage la riposte israélienne. Donc effectivement, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de certains médias en Occident, même si dans d'autres médias, il peut y avoir aussi des choses beaucoup plus positives. Et on voit bien qu'il y a une ligne de partage aujourd'hui qui n'est pas forcément une ligne de partage politique, qui est simplement une ligne de partage entre certains médias qui appliquent leur grille idéologique qu'on connaît bien, et puis d'autres qui, malgré tout, ont été peut-être ébranlés dans leur conviction, dans leur conception. On a vu plusieurs journalistes occidentaux prendre parti pour Israël, pas toujours d'ailleurs de manière constante. Parfois, c'était à un certain moment, et puis après, ils se sont ressaisis, entre guillemets. Mais il y a quand même des bonnes surprises. Alors, Richard, tu as une question pour ton ami, Pierre Lursa. Salut Pierre. Je voudrais mettre en exergue la manie de travail des journaux d'une façon générale, non pas la méthode, mais la manie de travail, qui est de prendre les déclarations et les statistiques du Hamas sans jamais revenir dessus, sans croiser les sources et sans les discuter. On a vu ça lors de l'erreur de tir du djihad islamique sur le parking de l'hôpital Shifta, et on le voit sans arrêt avec des chiffres hallucinants dont on se demande bien comment ils peuvent les tenir, et surtout en mélangeant dans ce que tu viens de rappeler, le carnage, à la fois des civils qui sont tellement innocents pour un certain nombre d'entre eux qu'on les a vus rentrer dans les villages attaqués, les kibbutzim attaqués pour piller après avec le passage de ceux que la presse occidentale appelle des combattants, les terroristes, les assassins. Et je voudrais avoir ton avis sur cet aspect-là de la chose, du travail journalistique. Et bien, moi, je dirais que effectivement, c'est frappant de voir que le Hamas est considéré comme une source digne, une source crédible d'information, que on cite parfois le ministère palestinien de la santé à Gaza. Parfois, ils ont rajouté entre parenthèses ministère du Hamas. Parfois, on le précise, parfois non. Mais effectivement, il y a comme on a l'impression que toutes les sources se valent. Et toutes les sources sont crédibles ou ne le sont pas d'ailleurs, parce que très souvent, quand c'est Israël qui parle, il y a des guillemets, on remet plus facilement, dans certains médias français occidentaux, on remet plus facilement en question la crédibilité des sources israéliennes que des sources du Hamas. Mais globalement, on pourrait dire que peut-être le fait le plus frappant à mes yeux, c'est que toutes les sources sont sur le même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion assez élémentaire qu'il y a d'un côté un pays démocratique, auquel a priori on peut faire confiance, et de l'autre côté une organisation génocidaire totalitaire dont la parole ne vaut pas grand-chose ou ne vaut rien du tout. Donc effectivement, il y a une espèce de mise, de nivellement que moi je mets en rapport avec aussi le phénomène plus général du fait que aujourd'hui, dans notre monde contemporain, il y a une espèce de
c'est un petit peu toutes les voix sont audibles. Il y a plus aucune, je dirais, il y a plus aucun critère moral pour différencier entre les différentes informations, pour faire la différence, pour faire une distinction. Et c'est pour juger les événements à l'aune de certains critères moraux. Donc, si on ne peut pas juger l'événement, si on se contente de donner la parole à tous les acteurs en les mettant sur le même plan, effectivement, on ne comprend plus rien. Merci. Marilyn, tu as une question pour Pierre ? Oui, bonsoir Pierre. Voilà, non, à propos de ton livre, donc, et sur les outils de communication, donc dans notre monde contemporain, nous devrions avoir, donc, comme tu l'as écrit, une clarté, voilà, sur tous les événements. Très sincèrement, je pense que c'est pas entièrement juste, parce que je pense qu'il est important. Je te lis cette réflexion, tu vas me dire ce que tu en penses. Hein. Je pense que ce qui est très important, essentiel, ce ne sont pas les outils auxquels on a accès de l'information, mais l'information elle-même. Et je pense que ça a toujours été le cas, même quand les outils auxquels nous avons accès, nous, aujourd'hui, c'est la source de l'information qui est essentielle. Et c'était le cas lorsqu'il n'y avait que des journaux, ou même ce petit vendeur, voilà, qui vendait des petits, j'ai envie de dire des petits livrets comme ça, dans les rues en France ou ailleurs. Et voilà, tu vas me dire ce que tu en penses. Oui, moi je crois qu'il y a une différence à la fois quantitative et qualitative. La différence quantitative, elle est évidente. C'est que autrefois on lisait son journal une fois par jour, dans le meilleur des cas, pas plus que ça. Et aujourd'hui, on a un flux constant d'informations. Donc il y a une vraie différence quantitative. Aujourd'hui, on est obligé d'interrompre les flux d'informations si on veut pouvoir se concentrer dans n'importe quelle activité qui demande un minimum de concentration. Autrefois, c'était pas du tout le cas. Donc il y a quand même un changement considérable. Et puis il y a aussi un changement qualitatif, c'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, il y a vraiment cette notion qui s'est beaucoup répandue que l'information, c'est ce qui nous donne la vérité, c'est ce qui nous dit la vérité du monde du monde qui nous entoure. Donc, plus on est informé, plus finalement mieux on est armé pour comprendre le monde. Et moi, je prétends que c'est le contraire, que cette surinformation, finalement, non seulement elle éclaire pas le monde, mais elle l'obscurcit. D'ailleurs, c'est pas par hasard si un des auteurs que je cite et que j'analyse, qui est Shmuel Trigano, dans son livre sur la nouvelle idéologie dominante, il dit qui est la caste dominante dans le monde aujourd'hui, qui sont les prêtres de la nouvelle idéologie dominante, ce sont les journalistes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont censés non seulement décrypter l'actualité, avec leurs fameux décodeurs, c'est eux qui nous disent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est le faux, mais au-delà même de ça, c'est eux qui nous disent, qui nous donnent leur interprétation du monde. Et c'est un petit peu donc les grands prêtres de cette religion laïque qui est on pourrait appeler la religion du journalisme. C'est eux qui doivent nous dire finalement la vérité à la fois des événements et même quelque part on pourrait dire même le sens de la vie. Et ça c'est un changement peut-être radical. Autrefois, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il y a des écrivains qui se sont plaints de cette espèce de croyance que les gens ont dans les journaux, dans la parole écrite des journaux, mais malgré tout, je dirais que les médias n'avaient pas la place qu'ils ont, la place omniprésente qu'ils ont dans notre monde aujourd'hui. Donc il y a quand même un changement, même si les phénomènes des médias sont pas nouveaux entièrement. Pour résumer ton propos, Pierre, est-ce qu'on pourrait dire à propos des télés Internet et des télés tout court que le drame, c'est que plus il y a de chaînes, plus on est libre. En fait, moins on est libre. Moins on est libre. Plus on a de chaînes, moins on est libre. Oui, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. C'est cette espèce de profusion, cette espèce cet embarras du choix. C'est pas seulement un embarras, c'est pas seulement l'embarras de celui qui est devant sa télévision avec son bouquet de chaînes qui sait pas qu'est-ce qu'il va regarder. C'est un embarras, même on pourrait dire un embarras ontologique, un embarras philosophique. Finalement, on sait plus où donner de la tête, on sait plus que croire, on sait plus que penser, on sait plus comment occuper notre temps. Parfois on a envie effectivement d'éteindre tous ces médias qui nous entourent
et de se réfugier sur une île déserte avec un bon livre. C'est un peu ce qu'on a fait pendant le Covid. C'est un problème, je dirais, c'est un problème crucial pour tous nos contemporains. Et c'est un problème qui, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec l'actualité qu'on vit aujourd'hui en Israël, mais qui a quand même un lien aussi. Nous aussi, pendant cette période de guerre, on a aussi envie de temps en temps de se déconnecter un peu de toute cette actualité, pas seulement parce qu'elle est difficile, parce qu'elle est éprouvante, mais aussi parce que ce bombardement d'informations, quelque part, il nous fait du mal aussi. Alors, Marilyn, tu avais quelque chose à dire? Oui, Pierre, c'était juste sur ton intervention précédente, donc sur la force des journalistes qui sont nos nouveaux gourous, j'ai envie de dire idéologues. Et tu disais que oui, aujourd'hui, la force était contre les journalistes, alors que auparavant, il y avait juste des journaux, et donc leur pouvoir était beaucoup moins important. Et ça m'a rappelé tout simplement une citation, une parole d'ailleurs, de Napoléon. Voilà, qui va mettre un peu le contraire, qui dit un peu le contraire de ce que tu disais. Napoléon avait déclaré « Je préfère me battre contre 10 armées que contre 3 journaux ». Voilà, c'était juste pour le petit clin d'œil. Avis, tu avais de la force donc des médias et des journaux aussi, de l'information. Oui, oui, alors effectivement, le problème n'est pas nouveau, mais je crois quand même que l'arme médiatique aujourd'hui, elle est quand même plus puissante qu'à l'époque de Napoléon. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est peut-être une impression fausse, d'ailleurs. Oui, Pierre Lurçat, il y a quelque chose qui m'a frappé ces derniers temps, et vous l'avez vu certainement aussi comme moi. On a du mal à prendre les journaux avec la main dans le pot de confiture. Et finalement, on a eu pourtant quelque chose qui a ressemblé peut-être parce qu'il y avait moins de storytelling, il y avait juste une diffusion d'un événement qui me semble très très important, mais en tous les cas vous nous le direz vous aussi, c'est celui de l'audition au Congrès des présidents d'université. Et finalement, on les a vus répondre à des questions très simples. Est-ce que le appelé au génocide juif est en violation du code de conduite de votre université? Et à une question très simple qu'aurait pu poser un journaliste, on les a vus, là, finalement, faire tomber le masque, ne pas savoir répondre, ou répondre avec... comme on aurait répondu à un journal, finalement. Oui, effectivement, c'était un événement tout à fait significatif. C'était peut-être le moment où on s'est aperçu que le roi était nu. C'est-à-dire que toute cette idéologie dominante, ce postmodernisme et cette post-vérité, elle a finalement, on a vu ce qu'elle valait en temps réel à ce moment précis, effectivement, que vous rappelez. C'était un grand moment pour effectivement, les masques sont tombés. On a vu que la présidente d'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, elle avait, je dirais, le niveau, du point de vue de son jugement moral, elle avait le niveau d'un élève d'école maternelle. Et encore d'un mauvais élève d'école maternelle. C'est-à-dire que ça montre bien que toutes ces notions, toutes ces théories fumeuses qui sont pour la plupart nées dans des départements littérature d'universités américaines, tout le mal qu'elles ont pu faire à cette génération on se demande, cette génération d'étudiants, d'ailleurs on le voit, on voit ces étudiants, y compris des étudiants juifs, je ne sais pas ce qu'ils ont encore de juifs, mais qui manifestent contre Israël, donc pour le Hamas. On peut pas, si on est contre Israël, ça veut dire qu'on est pour le Hamas. On peut pas être neutre. Entre les juifs et les nazis, on peut pas être neutre. Entre les juifs et le Hamas, on peut pas être neutre. Eh bien, c'est tous ces étudiants qui ont été formatés dans ces universités. On voit tout le mal que ces théories ont fait. Parce que cette post-vérité, c'est aussi, je dirais, c'est aussi comme disait Nietzsche, par-delà le bien et le mal. C'est des gens qui sont plus capables de faire la distinction élémentaire entre le bien et le mal. Et quand cette présidente d'université a répondu, ça dépend du contexte, eh bien, elle nous a donné une explication de ce que veut dire finalement la post-vérité. C'est-à-dire que si chaque événement doit être mis en contexte, doit être contextualisé, y compris l'événement le plus limpide dans sa cruauté qu'ont été les attaques du 7 octobre, alors ça veut dire qu'on devient comme des êtres humains qui sont incapables de comprendre, de plus rien comprendre au monde qui nous entoure. Si la présidente de l'université d'Harvard
n'est pas capable de dénoncer un appel au génocide dans sa propre université, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'esprit de certains de nos contemporains. Et bien sûr, je dirais, ce qui était rassurant, au moins sur la scène américaine, c'est de voir que cette présidente d'université a été auditionnée par le Congrès, et on a vu quelque part s'affronter peut-être deux conceptions de la vérité, de la morale. D'un côté, il y avait le Parlement, le Congrès américain, qui quelque part illustre, je dirais, l'ancien monde qui existe encore, c'est-à-dire le monde où il y avait encore un sens à ce qui est vrai, à ce qui est bon, à ce qui est bien. Et puis, ce nouveau monde des universités qui sont totalement déconnectés de toutes ces notions de vrai et de bien, et qui sont incapables finalement de répondre à une question très simple: est-ce que appeler au génocide, est-ce que c'est mal? Une question vraiment basique, et elle était incapable de répondre. Alors, à mon avis, elle était incapable de répondre parce qu'on parlait de génocide juif. Si ça avait été le génocide, par exemple, des Afro-Américains, à mon avis, la réponse aurait été différente. Mais bon, ça n'engage que moi. Alors justement, pour terminer cette interview, Pierre Lurçat, moi j'aimerais revenir donc à Israël. Si effectivement, aujourd'hui, la vérité ne compte plus, si la vérité, c'est quelque chose de subjectif, comment Israël peut être audible et peut faire passer son message? Comment aujourd'hui, dans un monde où il y a 2 milliards de musulmans et 15 millions de juifs, comment Israël peut faire connaître sa vérité et surtout la faire triompher? Oui, c'est la question qui m'a préoccupé dans ce livre, que j'ai écrit avant la guerre, mais que j'ai un tout petit peu actualisé après la guerre. C'est la question qui traverse ce livre, c'est finalement quelle est la vérité d'Israël? Et je dirais que cette vérité, elle va bien au-delà de tous les sujets qu'on a abordés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est pas la guerre de l'information qui nous occupe, c'est la guerre pour la vérité. Et la guerre pour la vérité, c'est pas la vérité de savoir où est le bien et le mal entre Israël et le Hamas, parce que ça, je dirais que c'est du niveau de l'évidence. Et quelqu'un qui ne l'a pas compris, il relève de l'hôpital psychiatrique enfin, je dirais que la cause est perdue en ce qui le concerne. Mais la vérité qu'il s'agit de faire triompher, comme vous dites, c'est pas seulement la vérité politique ou la vérité médiatique, c'est au-delà de ça, c'est une vérité philosophique ou une vérité métaphysique ou une vérité religieuse. C'est-à-dire que finalement, c'est la vérité prophétique d'Israël. Et c'est bien de ça qu'il est question. C'est pour ça que cette guerre a un caractère nouveau dans toutes les guerres qu'Israël a connues depuis 75 ans. Il y a quelque chose de nouveau dans cette guerre qu'on voit bien à la fois dans le discours des soldats, aussi dans les événements même. C'est que finalement, on comprend bien que c'est une guerre existentielle. C'est à la fois une guerre existentielle et c'est aussi une guerre dans laquelle Israël, les soldats d'Israël, l'armée d'Israël ne défendent pas seulement un territoire, mais défendent aussi leur propre identité individuelle. Ils se battent en tant que juifs, ils le disent. Tous les soldats, on le voit quotidiennement à la télévision, et dans les messages qu'ils font passer, dans les vidéos qu'ils envoient, et aussi, je dirais, en tant que entité collective, c'est une guerre qui va redéfinir notre identité en tant que peuple. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'en sont aperçus, qui l'ont dit comme moi depuis le début de la guerre, c'est-à-dire que finalement, l'enjeu profond de cette guerre pour Israël, c'est un enjeu d'identité, et c'est un petit peu la réponse à la période qu'on a vécue avant la guerre, de période de division et de débats très virulents, qui a parfois allé jusqu'à la guerre fratricide entre nous pour savoir quelle était l'identité de notre État. Eh bien, à travers cette guerre, on est en train d'apporter une autre réponse, cette fois-ci non plus dans la division, mais dans l'unité de nos soldats. Et je lisais le texte d'un observateur dont le nom m'échappe, qui disait finalement la réponse sur le plan politique, le grand changement politique qui va avoir lieu après cette guerre, c'est les 400 000 soldats qui sont actuellement sur le front. Là aussi, c'est un nombre sans précédent depuis la guerre d'indépendance. Je crois qu'on n'a jamais eu une aussi forte proportion d'Israéliens qui se trouvent sur le front. Eh bien, c'est eux qui vont apporter sur le plan politique la réponse et le changement tellement attendu que beaucoup de gens attendent, sans être d'accord entre eux d'ailleurs. Mais ce changement profond qui a déjà commencé la société israélienne, je dirais que c'est un changement identitaire. Ça, finalement, Israël va passer à un nouveau stade. Quand j'ai écrit récemment, la Startup Nation va faire son restart.
et on va s'apercevoir que finalement notre idéal d'identité, c'est pas du tout d'être une startup nation, c'est pas du tout sans négliger ce que ça a pu nous apporter, n'est-ce pas, toute la prospérité qui nous sert aujourd'hui pour financer cette guerre, mais au-delà de ça, je crois qu'on va comprendre, il va devenir de plus en plus évident pour tous les Israéliens, y compris d'ailleurs pour ceux des kibbutzim d'extrême gauche qui ont été les premières victimes malheureusement du Hamas, c'est que finalement on a aussi une identité collective qui est celle de nos prophètes, qu'on peut définir en termes religieux, c'est-à-dire que c'est aussi une guerre de religion. Et je dirais face à des musulmans fanatiques qui prétendent se battre pour Jérusalem, pour conquérir Jérusalem, nous, on ne peut pas se défendre autrement qu'en tant que juifs, et nous aussi en invoquant le nom de Jérusalem, le nom d'Israël, et dans le nom d'Israël, il y a aussi le nom de Dieu. Bien sûr. Alors Pierre, quand on s'était rencontrés, qu'on avait échangé il y a quelques mois, on avait échangé justement, j'allais le dire, sur l'avenir de la démocratie israélienne à l'époque, au cœur de la crise qu'elle traversait. Et effectivement, moi, je vous donne rendez-vous après cette guerre, quand effectivement l'avenir de la démocratie aujourd'hui israélienne va dépendre, comme vous le disiez, de ces 400 000 soldats qui n'accepteront certainement pas les divisions telles qu'elles étaient avant la guerre et qui, eux, peut-être dicteront l'avenir de cette démocratie. Donc, je vous invite à en discuter à nouveau après cette guerre pour voir comment ça va évoluer. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé avec nous ce soir sur tous ces sujets. Votre livre, vous y faites finalement, on l'a pas dit, mais l'analyse de 12 auteurs qui portent un regard critique et constructif sur notre époque et sur le monde. On retrouve donc Pierre-André Taguieff, Shmuel Trigano, Neil Postman, Éric Sadin, Liliane Lursa ou encore François Lursa, que vous nous direz si vous avez un point commun avec eux. Et puis surtout, le point commun de toutes ces personnalités, c'est qu'ils s'intéressent et analysent chacun à travers son domaine de prédilection ce phénomène de la mutation de l'identité de l'homme qu'on a pu à peine comme ça toucher du doigt ce soir, mais qui mériterait à lui seul une émission entière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on vous dit à très bientôt sur Tandem TV parce qu'on va avoir encore plein de sujets à éclaircir avec vous. Merci à vous. Merci Pierre Lursa. Merci Richard et Marilyn. Merci Galit. Bonsoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.